Je m'appelle Jacques Mouret, je suis en contrat postdoctoral au Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne, donc de l'Université de Lausanne. Je travaille sur les effets du changement climatique pour les pratiques sportives de nature, et plus particulièrement, notamment, le cas de l'alpinisme que j'ai traité dans le cadre de ma thèse. Donc les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui seront spécifiquement appliqués au cas de l'alpinisme. Vous pouvez avancer d'une slide. Alors, c'est un sujet, bien évidemment, j'imagine que vous en avez entendu parler, notamment dans la presse, c'est un sujet d'actualité. Vous avez ici 3 exemples emblématiques de l'alpinisme qui ont été affectés par le changement climatique, notamment le cas de la Meije dans le massif des Écrins, dont l'itinéraire de la traversée, qui est très fréquenté, a été rendu complètement infréquentable en 2018 suite à un écroulement. On peut aussi parler du Cervin, qui a été affecté par de nombreux écroulements dans sa voie classique d'ascension. Donc certains ont fait des décès, notamment chez les professionnels de la montagne. Et puis on pourrait aussi parler de la face nord des Grandes Jorasses, donc une des 3 grandes faces nord des Alpes, qui a elle aussi été affectée notamment par des écroulements. Donc je vous ai juste présenté ces 3 premiers exemples donc pour illustrer le fait que c'est un sujet d'actualité et pour vous illustrer aussi les enjeux potentiels des effets du changement climatique pour la pratique de l'alpinisme. Alors, bien, on peut passer à la slide suivante. En guise d'introduction, je vais rapidement vous représenter quels sont les effets du changement climatique pour les milieux de haute montagne, ce qui m'amènera ensuite à parler plus particulièrement d'alpinisme. Donc, l'effet le plus connu, le plus évident et le plus visible dans le paysage, c'est bien évidemment la fonte des glaciers. Vous avez ici l'exemple du glacier d'Argentière dans le massif du Mont Blanc. On voit donc très bien le retrait du front de ce glacier. Pour le massif du Mont Blanc, c'est plus de 50% des superficies englacées qui ont fondu depuis la fin du petit âge glaciaire. Vous pouvez passer un coup avec, pour nous, un sujet qui est important, qui est aussi les processus dits paraglaciaires, c'est-à-dire des processus non glaciaires, mais directement conditionnés par la déglaciation. On peut notamment parler ici de l'érosion des moraines à travers donc, des processus non glaciaires, tels que des chutes de pierres, des glissements de terrain, qui vont se produire suite au désenglacement. Vous allez forcément me voir venir. Sur l'image de 2018, on voit d'ailleurs une petite échelle qui atteint cette moraine, pour faire le lien par la suite avec la pratique de l'alpinisme. On peut avancer avec un deuxième effet du changement climatique qui est souvent beaucoup moins connu, mais à nouveau, pour l'alpinisme, c'est important de revenir dessus. C'est la fonte des couvertures glacio-nivales, des glaciers mobiles de parois et des glaciers suspendus. Alors, les couvertures glacio-nivales, ce sont des couvertures de neige et de glace, en général très haut en altitude et dans des parois très raides, mais qui ne sont pas directement conditionnées, qui ne sont pas directement liées à la dynamique des glaciers. Vous avez ici à gauche 3 exemples, le triangle du Taku, la face nord de la Tour Ronde et la face nord des Grandes Jorasses. Et on voit donc qu'entre la fin du petit âge glaciaire et la période actuelle, eh bien, même si situées proches des 4000 mètres d'altitude, ces couvertures sont en train de fondre. Concernant les glaciers suspendus, vous avez en bas à droite de la slide l'exemple du glacier de la face nord du Bissorn dans les Alpes valaisannes. Et on voit bien évidemment que ce glacier a très largement réduit au cours du dernier siècle. Et aujourd'hui, on pourrait d'autant plus parler de l'aiguille du Midi, puisque un des glaciers suspendus dans la face nord de l'aiguille du Midi est en train aujourd'hui de se réchauffer. On passe d'une glace dite froide à une glace tempérée. Résultat, le glacier commence à glisser, ce qui rend l'ensemble de ces secteurs aujourd'hui infréquentables pour les alpinistes. Et donc, à la slide suivante, on parlera donc du dernier processus géomorphologique qui affecte les milieux de haute montagne, donc en lien avec le changement climatique, qui est donc la dégradation du permafrost, c'est-à-dire des terrains qui présentent une température négative en permanence, ce qui implique que de la glace s'est formée dans les fissures de la roche, et cette glace joue un rôle de ciment, elle va cimenter les blocs les uns contre les autres. Seulement, avec le réchauffement des températures, eh bien, cette glace a tendance à fondre de plus en plus haut en altitude et aussi de plus en plus profondément dans les terrains. Il en résulte qu'elle perd donc son effet de ciment, ce qui induit des déstabilisations rocheuses de plus en plus fréquentes et de plus en plus volumineuses. Vous avez ici l'exemple d'un écroulement qui s'est produit au niveau de la face est de la Tour Ronde dans le massif du Mont Blanc. Et il s'est produit exactement au niveau de la voie normale, de la voie classique d'ascension de ce sommet. Donc, il donne une idée des processus
auxquels les alpinistes peuvent avoir à faire face en lien avec le changement climatique. Pour le massif du Mont Blanc, plus de 1000 écroulements de ce type ont été recensés depuis 2007. C'est donc un processus relativement fréquent. Alors, on peut passer à la slide suivante. Alors, dans un tel contexte d'évolution des milieux de haute montagne, pour moi, la question était de savoir comment est-ce que la pratique de l'alpinisme estival est affectée, notamment donc, dans les Alpes occidentales. Et pour répondre à cette problématique générale, mon approche scientifique s'est divisée en 3 étapes. Dans un premier temps, pour moi, l'objectif était d'évaluer à quel point les conditions de pratique de l'alpinisme ont changé à cause des effets du changement climatique. Par conditions de pratique, j'entends la difficulté des itinéraires, leur dangerosité, ainsi que leur saisonnalité, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles ils sont en bonne condition pour être fréquentés par un alpiniste. Et suite du coup à ce premier axe, l'idée était de voir comment les alpinistes eux-mêmes, et notamment les professionnels, sont affectés par ces modifications des conditions de pratique et comment est-ce qu'ils s'adaptent en conséquence, avec du coup un dernier axe qui avait pour objectif de diffuser les connaissances acquises pour justement favoriser la mise en place de comportements adaptatifs chez les alpinistes. Donc ma présentation va maintenant s'organiser autour de ces 3 principaux axes de recherche. Alors, on peut passer à la slide suivante, qui nous présente la méthodologie que nous avons utilisée pour, dans le premier axe, étudier l'évolution des itinéraires d'alpinisme et de leurs conditions de fréquentation. Donc, c'est principalement passé par des comparaisons diachroniques, de topoguides, de cartes. Vous avez ici en bas à gauche l'évolution des cartes pour le bassin de la mer de Glace, par exemple, de photos. Vous avez ici la face nord des aiguilles de Chamonix. On voit très bien sur un siècle le retrait glaciaire et la fonte des couvertures glacionivales. On a aussi utilisé un questionnaire qui avait été envoyé à une cinquantaine de gardiens de refuge dans les Alpes occidentales par la fondation Montagne Sûre en Italie, dans le cadre d'un projet Alcotra. Et puis, surtout, on a réalisé des entretiens semi-directifs avec des guides, des gardiens, des alpinistes, des secouristes, etc., des gens qui fréquentent ces itinéraires, les itinéraires d'alpinisme depuis le plus longtemps possible. Alors, au même titre qu'un alpiniste qui se rend en haute montagne, on a commencé à étudier les accès aux refuges de haute montagne. On peut passer à la slide suivante. Alors, par refuge de haute montagne, nous avons considéré tout refuge support de la pratique de l'alpinisme, quelle que soit son altitude et quel que soit le milieu dans lequel il est implanté. Et au total, donc, nous avons pu étudier l'évolution des accès à 30 refuges de haute montagne dans les Alpes occidentales et montrer que la perte d'épaisseur des glaciers est le processus qui les affecte le plus, et surtout que dans 70% des cas, ces itinéraires ont dû être adaptés simplement pour maintenir le refuge accessible. On peut passer à la suivante, qui m'amène à un cas plus précis, qui est justement emblématique de cette évolution, qui est le cas du bassin de la mer de Glace. C'est un secteur du massif du Mont Blanc dans lequel vous pouvez voir sur la carte de gauche qu'il y a 5 refuges de haute montagne, la Charpoix, le Couvercle, l'Échaud, le Requin et l'Envers des Aiguilles, qui sont accessibles depuis le site touristique du Mont-Envers, qui est juste au niveau de là où c'est marqué grotte de glace, qui est lui-même accessible en train. Alors, comme vous le voyez sur l'image de droite, le principal problème pour ces itinéraires est la perte d'épaisseur du glacier. On voit en 1910 le sentier qui est sur la moraine latérale gauche du glacier, et il suffit de quelques pas dans des terrains peu raides pour atteindre la surface du glacier et ensuite rejoindre un des refuges du secteur. Et on peut passer à la slide suivante, qui nous montre justement qu'à l'époque, les refuges étaient installés à peu près au même niveau que les glaciers et donc étaient relativement faciles à atteindre. Alors qu'en 2015, on voit que l'environnement a énormément changé, le milieu a beaucoup changé, notamment à cause de la perte d'épaisseur du glacier et de l'érosion des moraines. Alors, en passant à la slide suivante, je vais vous détailler l'évolution d'un de ces itinéraires, qui est en fait l'accès à la mer de glace depuis le site touristique du Mont-Envers, qui est en fait le passage que tous les alpinistes doivent utiliser pour atteindre derrière un des 5 refuges du secteur. On voit sur l'image de droite que en 1990, en fait, le glacier arrivait presque au sommet des grandes dalles rocheuses, vers là où c'est noté vers le Mont-Envers 10 minutes. Et donc, aucune échelle n'était nécessaire en 1990. Aujourd'hui, au total, il y a environ 90 mètres de dénivelé d'échelle à franchir pour atteindre la moraine latérale gauche.
Et vous voyez toutes ces flèches oranges qui représentent donc des chutes de pierre issues des cordons morainiques qui sont restés suspendus dans ces dalles. Si on passe à la slide suivante, on voit justement le pied des échelles en 2015. Et tout le cordon morainique que vous voyez sur la gauche de l'image, c'est un cordon qui s'est érodé entre 2015 et 2017. Donc, ce qui vous donne une idée des processus géomorphologiques auxquels les alpinistes sont soumis dans ce type de secteur. Avec aussi une moraine qui devient de plus en plus raide. En 2012, elle avait une angle de pente inférieure à 30 degrés. Et aujourd'hui, elle a un angle de pente qui est supérieur à 45 degrés, donc particulièrement raide et qui favorise d'autant plus l'occurrence de chutes de pierre et de glissements de terrain. On peut passer à la slide suivante. Donc, dans l'ensemble, bien, ces itinéraires d'accès sont de plus en plus difficiles techniquement, notamment avec toutes les hauteurs d'échelle qui ont été ajoutées, sont aussi plus longs à parcourir, ce qui va être un gros problème, notamment pour les guides. Ils vont aussi être plus dangereux, notamment en lien avec l'évolution des moraines. Et c'est un schéma qu'on retrouve pour tous les itinéraires d'accès dans le bassin de la mer de glace. C'est ce qui vous est schématisé sur l'image de gauche, où la figure de gauche, où les itinéraires sont représentés par des traits. On voit que globalement, ils évoluent très peu jusqu'au milieu des années 90. Et à partir des années 90, bien, la perte d'épaisseur des glaciers s'accélère très nettement. C'est ce qu'on voit tout en bas de la figure. Il en résulte une nécessité de rééquiper, d'adapter les itinéraires tous les ans pour maintenir les refuges accessibles. Et aujourd'hui, pour atteindre un des refuges, il faut franchir au minimum 160 mètres de dénivelé d'échelle, ce qui représente une hauteur similaire à une petite voie, une grande voie d'escalade. Donc relativement long à parcourir. Alors, si on passe maintenant à la slide suivante et qu'on estime que sur le terrain, on a tout de même réussi à atteindre un refuge de haute montagne, eh bien, on s'est naturellement intéressé aux effets du changement climatique, cette fois pour les voies d'alpinisme à proprement dites. Donc, pour s'intéresser à ces itinéraires, on a utilisé le topo guide emblématique de Gaston Rébuffat de 1973, donc le massif du Mont Blanc, les 100 plus belles courses. C'est donc un topo qui présente 100 courses réparties dans le massif du Mont Blanc et avec un niveau croissant de difficulté et de tout type. Donc pour nous, c'était un échantillon idéal pour étudier les voies d'alpinisme et aussi présente l'intérêt que toutes ces courses ont été très fréquentées. Donc c'était plus facile pour nous d'acquérir de la donnée sur ces itinéraires. Et donc, on a comparé l'état de ces courses, donc telles que décrites dans le topo guide dans les années 80, avec leur état sur la période actuelle, donc principalement à travers des entretiens avec des guides, des gardiens de refuge et des instructeurs de l'École nationale de ski et d'alpinisme. Alors, ce travail, il nous a permis d'identifier dans un premier temps 25 processus géomorphologiques, glaciologiques, donc bien évidemment liés au réchauffement du climat, qui affectent ces itinéraires d'alpinisme. Les principaux, en tout cas ceux qui affectent le plus d'itinéraires, sont le désenglacement du substratum rocheux et l'apparition soit de dalles lisses, soit de blocs instables, c'est-à-dire que les glaciers reculent, les couvertures glacionivales fondent, donc laissent apparaître du substratum rocheux. Des rimets et des crevasses qui sont aussi plus ouvertes, dans le sens où il y a en fait de moins en moins de neige qui s'accumule pendant l'hiver. Résultat, des rimets et des crevasses qui auparavant étaient comblées de neige, ou en tout cas étaient sous la neige, eh bien aujourd'hui sont plus ouvertes, ou sont en tout cas plus visibles. Et puis le dernier, donc, c'est l'augmentation de l'angle de pente des glaciers, c'est-à-dire des glaciers qui sont plus raides dans certains secteurs. Alors ensuite, on a fait la liste de tous les processus qui affectent chacun des 95 itinéraires qu'on a étudiés. Et donc en moyenne, chacun des itinéraires est affecté par 9 processus différents. Autrement dit, un alpiniste qui veut fréquenter un de ces itinéraires doit en moyenne prendre en compte et potentiellement adapter son comportement à 9 processus liés au changement climatique différents. Alors à la slide suivante, bien l'objectif a ensuite été d'évaluer à quel point chacun des itinéraires était modifié, mais cette fois-ci pour la pratique de l'alpinisme, dans le sens où dans la première phase du travail, on a identifié les processus qui affectent les itinéraires, mais un itinéraire peut être affecté par un seul processus, mais qui va être déterminant pour un alpiniste. Et à l'inverse, il peut être affecté par 5 voire 10 processus, mais qui ne sera pas ou peu important pour un alpiniste. Donc pour évaluer cette modification des conditions de fréquentation, on a mis en place une échelle de modification à 5 niveaux. Donc au niveau 0, ce sont des voies qui ne sont pas du tout affectées par des processus liés au changement climatique. Donc il y en a 2 sur les 95 étudiés.
Au niveau 1, ce sont des voies qui sont faiblement modifiées, c'est-à-dire qu'elles sont affectées par des processus liés au changement climatique, mais ils n'en changent pas, ou en tout cas très peu, leurs difficultés techniques, leur dangerosité ou leur saisonnalité. Au niveau 2, ce sont des voies modérément modifiées, c'est-à-dire que là, les processus liés au changement climatique qui les affectent entraînent une augmentation de leurs difficultés techniques et ou de leur dangerosité, et elles sont potentiellement infréquentables pendant certaines périodes de l'été. Ensuite, donc au niveau 3, on a des voies qui ne sont plus du tout fréquentables pendant l'été parce que présentant des niveaux de technicité et ou de dangerosité beaucoup trop importants. Et puis pour finir, eh bien, au niveau 4, on a des voies qui ont tout simplement disparu. Si on passe à la slide suivante, vous aurez des exemples. Donc la face ouest des Drues avec la voie Bonatti que vous voyez ici en rouge, qui a disparu suite à l'écroulement de 2005 sur 700 mètres de hauteur. On peut passer à la slide suivante qui vous montre le deuxième exemple, qui est le trident du Taku, donc qui, à nouveau, la voie L'Épinay a presque complètement disparu suite à l'écroulement que vous voyez ici. Et d'ailleurs, la partie haute de l'itinéraire est, elle aussi, en train de se déstabiliser. Et puis le dernier exemple, c'est Alors, ouais, de toute façon, je vais y arriver, donc ça va très bien. Le dernier exemple, c'était une école de glace sur le glacier des Bossons, qui n'est plus du tout réalisable, tout simplement parce que le glacier a beaucoup trop reculé. Alors, j'en arrive justement à vous présenter deux exemples de voies d'un niveau 3 qui me permet aussi de vous montrer les différents schémas d'évolution de ces itinéraires. Alors, concernant les voies glaciaires, le schéma classique donc, que vous voyez à gauche, c'est tout simplement la fonte complète des couvertures glacio-nivales. Vous avez ici l'exemple d'un itinéraire très connu qui est le couloir Whymper à l'Aiguille Verte. Pour vous donner une idée, quand Whymper en a fait l'ascension à la fin du 19e siècle, il est descendu en glissant dans le couloir tellement il y avait de neige. Gaston Rébuffat, lui, le considère comme un itinéraire neigeux. Et aujourd'hui, eh c'est un itinéraire qui est complètement sec à partir, en général, de début juillet. Donc la couverture de neige dans ce secteur ne se reforme que pendant l'hiver en faveur de l'enneigement hivernal et fond de plus en plus tôt dans la saison. Résultat, il est infréquentable à partir de début juillet, avec en plus un substratum rocheux qui est apparu, qui est très fracturé et qui donne lieu du coup à des chutes de pierre très fréquentes. On verra d'ailleurs par la suite ce que ça implique pour les refuges qui sont liés à pour le refuge lié à cet itinéraire. Autre exemple qui est un schéma d'évolution qui a affecté de très très nombreuses voies rocheuses. Le problème principal, c'est la perte d'épaisseur du glacier. Vous avez ici l'exemple de la face sud de l'aiguille du Midi, avec une voie aussi très fréquentée qui est la voie Rébuffat-Baquet en rouge. Et son départ historique n'est plus du tout accessible suite à la perte d'épaisseur de 35 mètres du glacier depuis les années 90. Pour vous donner une idée, on est quand même ici aux alentours des 3600-3700 mètres d'altitude. Alors en l'occurrence, on a de la chance, on peut continuer de fréquenter cet itinéraire en utilisant le départ de la voie Contamine, mais qui est plus difficile que le reste de la voie Rébuffat-Baquet. Donc on a aussi quand même un peu une perte de logique de cet itinéraire. Et dans de nombreux cas, s'il n'y a pas une voie à côté qui permet d'atteindre quand même le départ de la voie, il y en a de très nombreuses qui du coup ne sont plus du tout fréquentables. Alors, on peut passer à la slide suivante, qui nous montre que, bien évidemment, cette dynamique elle est en cours dans d'autres massifs. On peut parler notamment du massif des Écrins, où Philippe Bourdeau est en train de mener une étude très similaire en se basant sur le topo guide similaire de Gaston Rébuffat pour les Écrins. Et moi, en ce moment, je travaille sur les Alpes valaisannes. Vous entendrez peut-être des fois des intonations d'accent suisse qui, du coup, commencent à m'atteindre. On peut passer à la slide suivante, mais cette fois-ci avec une modification de la méthodologie, dans le sens où l'objectif cette fois, c'est de cartographier les modifications des itinéraires. Donc en partant des processus qu'on a identifiés dans le massif du Mont Blanc, on aura déterminé un figuré pour chacun. Et ensuite, lors des entretiens semi-directifs que je réalise avec les guides, cette fois-ci, je leur demande de dessiner sur la carte topographique les modifications qu'ils ont identifiées. Et ensuite, moi, disons que je fais une cartographie entre guillemets propre sur SIG en utilisant les cartes topo de 1982-2019, les orthophotos et le différents MNT de différentes époques. Alors l'intérêt, disons, de cette méthodologie, c'est surtout qu'elle facilite grandement pour moi l'acquisition et l'analyse des données, dans le sens où il est beaucoup plus facile de dessiner sur une carte et ensuite de capitaliser de l'information d'un entretien à un autre, plutôt que de devoir toujours s'imaginer mentalement l'itinéraire et les modifications qu'il affecte. L'intérêt, c'est aussi de produire des documents qui favorisent la diffusion des connaissances auprès des alpinistes et notamment auprès des guides. On peut passer à la slide suivante, donc il vous donne juste un zoom de cette carte. Donc pour le cas de la Dent Blanche, dans les Alpes valaisannes, où on voit du coup bien tous les processus qui affectent chacun des itinéraires qui, eux, sont représentés
en bleu. Donc ces documents sont en cours d'être diffusés, notamment via le club alpin suisse. Alors, s'il faut faire maintenant, à la slide suivante, un petit bilan, bien, nous avons montré dans ce premier axe de recherche que les effets du changement climatique ont tendance, les effets du changement climatique sur les milieux de haute montagne induisent 25 processus géomorphologiques, glaciologiques, qui ont tendance donc à rendre les itinéraires d'alpinisme, d'une manière générale, plus difficiles techniquement et plus dangereux pendant la période estivale, et d'autant plus d'ailleurs pendant des périodes caniculaires, qui elles-mêmes ont tendance à être de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique. Il en résulte du coup que les périodes de bonnes conditions pendant l'été sont de plus en plus aléatoires, que les périodes de bonnes conditions et surtout de conditions stables, elles se décalent au printemps en faveur du coup des restes de l'enneigement hivernal, à l'automne lorsque les températures recommencent à baisser, et voire même à l'hiver pour certains itinéraires lorsqu'une grande quantité de neige est nécessaire pour faire tel ou tel itinéraire. Alors j'en arrive maintenant à mon deuxième axe de recherche, qu'on peut voir dans la slide suivante, qui était donc d'évaluer à quel point les alpinistes sont affectés par ces modifications, et notamment les professionnels. Alors, dans un premier temps, on s'est intéressé à l'évolution de la fréquentation des refuges de haute montagne, encore une fois considérés refuges de haute montagne comme un refuge support de la pratique de l'alpinisme. Et notre hypothèse, notre question étant de savoir est-ce qu'elle est en diminution à cause des effets du changement climatique. Alors vous avez ici l'évolution de la fréquentation pour les 16 refuges de haute montagne des versants français et suisses du massif du Mont Blanc. On voit qu'il y a donc une très nette tendance à la diminution du nombre de nuitées annuelles pour ces refuges. D'après moi, cette diminution n'est pas liée aux effets du changement climatique, en tout cas pas sur l'ensemble de la tendance, elle est surtout liée à l'évolution des modes de pratique des sports de montagne, à l'évolution du fait touristique dans la vallée de Chamonix, des attentes de la clientèle touristique, etc., qui amènent l'alpinisme à ne plus être une pratique qui séduit beaucoup de gens, en tout cas de moins en moins de gens, ce qui implique du coup une baisse de la fréquentation des refuges de haute montagne. Par contre, si on se concentre sur un été, et notamment l'été caniculaire de 2015, qui a été affecté par 2 vagues de chaleur successives qui ont entraîné des conditions vraiment mauvaises pour la pratique de l'alpinisme, on voit qu'il y a une diminution plus importante. Elle atteint 7%. Et en passant à la slide suivante, on voit que cette baisse de fréquentation est potentiellement très importante, avec par exemple le glacier de Tête-Rousse, le refuge de Tête-Rousse, qui a perdu 39% de sa fréquentation, les conscrits 28%, encore le Goûter 17%. Et donc, nous sommes allés faire des entretiens avec les gardiens de refuge et gardiennes de refuge concernés. Et en passant à la slide suivante, ils nous ont confirmé qu'en 2015, en tout cas pour certains refuges, c'est effectivement les effets cumulés du changement climatique, et en l'occurrence acérés, exacerbés par 2 périodes caniculaires, qui ont entraîné cette baisse importante de fréquentation. Vous avez ici l'exemple du refuge des Conscrits, donc toujours dans le massif du Mont Blanc, où bien, les 2 principales courses réalisables à partir de ce refuge n'étaient plus du tout fréquentables à partir de la mi-juillet. Le mont Tondu était très exposé à des chutes de pierre, le glacier était en glace, alors que c'est une voie d'initiation, donc totalement inintéressante pour les alpinistes. Et les dômes de Miage, il y a une grosse crevasse sur l'arête sommitale, donc ça compliquait largement le passage, et un gros écroulement s'est produit dans la descente, entraînant d'ailleurs 2 décès. Résultat, la gardienne de ce refuge déconseillait à ses clients de monter au refuge à partir de la mi-juillet, ce qui, d'après elle, implique directement cette baisse de 30% du nombre de nuitées. On peut faire le même constat à la slide suivante pour les refuges de la voie normale d'ascension du Mont Blanc à cause de chutes de pierres particulièrement fréquentes dans le couloir du Goûter. Alors j'aimerais bien vous le montrer sur la carte, c'est là où l'itinéraire fait un peu un gros S, on y reviendra de toute façon tout à l'heure. Et pendant les périodes caniculaires, les chutes de pierres dans ce secteur étaient vraiment très très fréquentes, j'en reparlerai en détail tout à l'heure. Et ce qui a amené la préfecture de Haute-Savoie à fermer le refuge du Goûter pendant 4 semaines, ce qui a donc impliqué une baisse de fréquentation de 17% pour ce refuge et de 39% pour le refuge de Tête-Rousse, qui est situé à l'aval du couloir. Donc, on peut faire effectivement le constat que les effets du changement climatique sur les itinéraires d'alpinisme, en l'occurrence exacerbés par 2 périodes caniculaires, accentués par 2 périodes caniculaires, peuvent entraîner une baisse de la fréquentation de certains refuges certaines années. Par contre, on ne peut clairement pas généraliser le constat. Et en passant à la slide suivante,
On voit même qu'en 2015, certains refuges voient leur fréquentation augmenter, donc en bas du tableau, notamment Envers des Aiguilles, Albert Ier, etc. Et donc, d'après les entretiens qu'on a réalisés, il y a eu un phénomène de report de la fréquentation des secteurs qui étaient les plus affectés, enfin en tout cas en très mauvaises conditions pour l'alpinisme, vers les secteurs qui étaient en relativement bonnes conditions. Et effectivement, l'Envers des Aiguilles donne accès à des voies d'alpinisme en rocher qui étaient en très bonnes conditions en 2015, enfin en bonnes conditions en 2015. Même chose pour Albert Ier ou encore le refuge Orny. Par contre, pour le refuge de l'Échaud, par exemple, c'est encore un autre phénomène qui a amené cette hausse de fréquentation, c'est que c'est un refuge qui donne presque exclusivement accès à une seule montagne, qui est la face nord des Grandes Jorasses. Et cette face nord était en très bonne condition en septembre-octobre 2015. Résultat, il y a eu beaucoup de monde, ce qui a permis une augmentation de la fréquentation de ce refuge. On pourrait tout de même donner un exemple d'un refuge qui voit sa fréquentation diminuer très nettement depuis les années 2000. Et on peut estimer que c'est quand même, en l'occurrence, bien les effets cumulés du changement climatique sur les itinéraires qui entraînent cette baisse de fréquentation. C'est le cas du Couvercle. Donc c'est le refuge qui donne accès justement au couloir Whymper que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc dans les années 2000, c'est un refuge qui avait une fréquentation de plus de 4500, 5000 nuitées. Et aujourd'hui, il est plutôt aux alentours des 2500, 3000 nuitées. Parce que, bien justement, le couloir Whymper, qui était la voie phare à réaliser depuis ce refuge, n'est plus en condition. Et c'est un peu le même constat pour plusieurs itinéraires aux alentours du refuge. Et puis, en plus, l'itinéraire pour les randonneurs, qui s'appelait les balcons de la mer de glace, a été fermé suite à la perte d'épaisseur du glacier. Résultat, le refuge est aussi privé de sa clientèle de randonneurs. Donc, dans ce cas-là, on peut quand même estimer que c'est des effets cumulés du climat qui amènent cette baisse de fréquentation généralisée depuis une vingtaine d'années. Alors, j'arrive à la slide suivante, au deuxième axe, enfin, voilà, deuxième point, disons, de ce deuxième axe de recherche donc, concernant les effets du changement climatique pour les pratiquants. Et donc, dans cet axe, on s'est intéressé aussi aux guides de haute montagne, en sachant que 45% de l'activité des guides français se fait sur l'été, et que toute activité confondue, l'alpinisme estival reste l'activité qu'ils pratiquent le plus, mais c'est aussi l'activité qui motive le plus les guides, et notamment les jeunes guides, à passer leur diplôme. Donc, dans ce contexte, notre question était de savoir bien comment est-ce qu'ils sont affectés par l'évolution des itinéraires, surtout comment est-ce qu'ils s'adaptent en conséquence. Est-ce que c'est une adaptation qui est plutôt facile ou à l'inverse plutôt difficile? Et si difficile, eh bien, pour quel type de guide? Notre hypothèse au départ, c'était que un guide, par exemple, la vulnérabilité des guides au changement climatique serait variable en fonction de la manière qu'ils ont de pratiquer leur métier. Donc, par exemple, qu'un guide monoactif serait plus vulnérable qu'un guide plus réactif, qu'un guide qui travaille l'été serait plus vulnérable qu'un guide qui travaille l'hiver, etc., etc. Donc, pour essayer de répondre à ces hypothèses, à ces questions, en passant à la slide suivante, on a créé un questionnaire avec le syndicat national des guides de montagne, le SNGM, qui représente la très grande majorité des guides en France. Et nous avons donc co-construit ce questionnaire avec eux, l'objectif étant aussi qu'ils posent les questions qu'ils ont envie de poser à leurs adhérents concernant le changement climatique pour qu'ils soient derrière en mesure de mettre en place une stratégie de prise en compte et d'accompagnement de leur guide vis-à-vis du climat. Alors, ce questionnaire, à la slide suivante, a été envoyé en octobre-novembre 2017 pour un taux de retour donc, de 17%. Alors, je vous passe les détails des tests du Ki2, mais donc, en se basant sur l'âge, le département de résidence et l'ancienneté, notre échantillon de répondants était représentatif de la population mère, mais on peut toujours estimer quand même qu'une des limites de cette étude, c'est que les guides qui auront le plus répondu à ce questionnaire sont très probablement les guides qui sont le plus sensibles à cette question. Donc, ça reste une des limites, bien évidemment, de ce travail. Malgré tout, donc à la slide suivante, les résultats principaux sont que les guides ont une très bonne perception de quels sont les effets du changement climatique sur les milieux de haute montagne, ce qui les amène à ressentir principalement des sentiments négatifs, de tristesse, de nostalgie, principalement en lien avec l'évolution du paysage de la haute montagne, qui aujourd'hui ne correspond plus vraiment à l'image classique qu'on peut se faire des milieux de haute montagne, couverts de neige, etc. Et aussi un sentiment d'inquiétude, donc principalement en lien avec l'évolution de leurs conditions de pratique du métier de guide, dans le sens où 70% d'entre eux considèrent que les effets du changement climatique sont significatifs depuis les années 90 pour l'alpinisme, et que 83% d'entre eux considèrent la haute montagne comme plus dangereuse pour l'alpinisme l'été. Il en résulte du coup que 40% d'entre eux prennent aujourd'hui plus de risques à cause des effets du changement climatique. Alors à la slide suivante,
le questionnaire nous a tout de même montré que malgré ce constat d'évolution des conditions de pratique, bien 97% des guides aujourd'hui adaptent la manière qu'ils ont de pratiquer leur métier à travers 5 stratégies d'adaptation principales. Donc le changement de saisonnalité, donc qui consiste à travailler le plus tôt possible ou le plus tard possible dans la saison, ce qui pose un certain nombre quand même de difficultés, puisque du coup il y a une désynchronisation entre la période de bonnes conditions et la période où il y a le plus de touristes, de clients potentiels présents en montagne. Le changement des activités pratiquées, qui passe surtout par une diversification vers des activités qui ne se pratiquent pas en haute montagne. Plus d'attention et de réactivité aux conditions, qui demandent un travail quotidien beaucoup plus important pour toujours se maintenir au courant de quelles sont les courses qu'on pourra aller fréquenter. Le changement des lieux de pratique, c'est-à-dire aller chercher les courses qui sont en bonne condition, peut-être dans d'autres massifs, mais ce qui demande encore une fois plus de logistique, plus de travail, plus de déplacements, etc. Donc qui ne sont pas non plus forcément évidents à mettre en place. Et puis pour fournir donc le changement des techniques de progression et notamment la diminution du nombre de clients par guide, ce qui est une stratégie qui n'est pas forcément évident à mettre en place, puisque qui dit moins de clients dit forcément potentiellement moins d'argent, ou alors vendre une course plus chère, mais du coup ça va compliquer dans certains cas la relation guide-client. Donc voilà, des stratégies d'adaptation, mais qui posent quand même dans un certain nombre de cas aussi des difficultés. En passant à la slide suivante, on voit justement que cette adaptation au climat est considérée comme plutôt facile pour la moitié des guides et à l'inverse plutôt difficile par 46,9% des guides. Et les guides qui considèrent cette adaptation comme difficile sont en fait ceux qui considèrent aussi prendre plus de risques à cause du changement climatique, et ce sont aussi eux qui considèrent que leur activité économique est en diminution à cause des effets du changement climatique. On identifie donc deux catégories de guides, une qui semble vraiment cumuler les difficultés et à l'inverse, une autre qui semble plutôt s'adapter avec facilité. Donc pour nous, l'objectif était ensuite de mieux comprendre quels sont les guides qui rentrent dans ces deux catégories, mais nous n'avons trouvé qu'une seule relation statistiquement fiable pour mieux comprendre, enfin pour mieux caractériser ces deux catégories. Donc à la slide suivante, donc en faisant le lien entre le niveau de difficulté d'adaptation des guides, donc adaptation très facile, facile, difficile ou très difficile, et les modalités d'adaptation que ces guides mettent en place. Ce qui nous a permis de montrer que les guides en fait, qui considèrent leur adaptation comme très facile ou facile sont des guides qui n'essayent plus de maintenir leur activité estivale sur l'alpinisme. Ils se diversifient vers des activités qui ne se pratiquent pas en haute montagne. À l'inverse, les guides qui considèrent leur adaptation comme difficile sont des guides qui essayent de s'adapter, qui essayent de maintenir leur activité sur l'alpinisme, mais ils mettent en place de nombreuses modalités d'adaptation différentes. Ils changent les voies, ils ont moins de clients, ils sont plus sélectifs sur leurs clients, ils ont plus de réactivité aux conditions, etc., etc. Et à l'extrême, on a les guides qui considèrent leur adaptation comme très difficile, qui sont en fait pas dans une démarche adaptative. Ils sont dans une démarche où ils subissent les effets du changement climatique, mais sans vraiment essayer de trouver des solutions pour continuer à travailler. On voit que, bien, en fait, ils annulent plus fréquemment, ils changent très fréquemment leur programme et ils travaillent autant que possible en début de saison, mais par contre, sans essayer de s'adapter le reste de la saison. On en arrive donc au constat que les effets du changement climatique poussent aujourd'hui les guides à limiter leur pratique de l'alpinisme estival pendant l'été, ce qui pose du coup des questions d'évolution de la trajectoire professionnelle du métier de guide. En passant à la slide suivante, certains considèrent justement qu'aujourd'hui, pratiquer la via ferrata ou le canyoning ou même l'escalade rocheuse pendant tout l'été hors haute montagne, est-ce que c'est encore vraiment le métier de guide? Ce sont des questions qui se posent. La question aussi qui se pose, c'est pour les jeunes guides qui passent leur diplôme aujourd'hui. En général, ils sont motivés pour pratiquer l'alpinisme. Donc, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont gérer la situation dans le futur. Est-ce qu'ils vont prendre plus de risques? Est-ce qu'ils vont travailler dans d'autres massifs du monde? Est-ce qu'ils vont arrêter de travailler comme guide parce qu'ils n'y trouvent plus leur compte? Enfin bon, etc., etc. La trajectoire professionnelle des guides va vraiment encore changer dans le futur. Donc, d'où des questionnements et des travaux que nous sommes en train de mener, notamment avec Philippe Bourdeau. Alors, je vois que le temps passe, je vais essayer donc de ne pas déborder. Alors, je vais aller à la slide suivante très vite pour essayer quand même de ne pas trop déborder, qui est qu'on peut quand même nuancer mon propos. En l'occurrence, les résultats que je viens vous présenter sont des résultats pour les guides français. Par la suite, nous avons réalisé une étude comparative entre les guides strictement de Chamonix et de Courmayeur, et on a montré que les deux populations ne présentent pas du tout la même vulnérabilité au changement climatique.
avec des guides chamoniards qui sont qui se considèrent comme beaucoup plus vulnérables que les guides de Courmayeur. Et bon, d'après nos travaux, ce serait surtout lié à un fait touristique qui est très différent entre Chamonix et Courmayeur, et aussi un type du coup de clientèle de guide qui est très différente à Courmayeur, avec une clientèle surtout privée d'Italiens qui pratiquent l'alpinisme, à l'inverse de Chamonix, où il y a une grosse clientèle de touristes qui est plus là pour fréquenter un sommet ou des voies d'initiation, mais qui sont parmi les plus affectés par le changement climatique. Résultat, bien, les guides de Chamonix ont une marge de manœuvre beaucoup plus faible que les guides de Courmayeur. La perspective sera de travailler là, à l'automne sur les guides suisses pour essayer de faire une étude sur l'ensemble des guides donc des 3 pays et voilà, faire une grosse étude à cette échelle-là. Alors j'en arrive maintenant à mon 3e axe, à la slide suivante. Donc après avoir acquis toutes ces informations, ces données, ces connaissances, pour nous l'objectif était clairement de diffuser les connaissances acquises auprès des acteurs de terrain et aux alpinistes en général pour favoriser leur prise en compte et leur adaptation aux effets du changement climatique. Donc c'est principalement passé par des grandes conférences grand public, par des articles de presse, notamment dans la presse spécialisée alpinisme. Et nous avons aussi réalisé des fiches thématiques qui synthétisent les principales connaissances acquises, ce que vous voyez tout à gauche sur la slide, et qui sont en train aujourd'hui d'être diffusées via la Fondation Montagne Sûre et la Chamoniarde, donc qui sont des sociétés de prévention et de secours en montagne à Courmayeur et à Chamonix. Nous avons, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, beaucoup travaillé avec le syndicat national des guides de montagne, où le questionnaire que nous avons réalisé a été co-construit avec eux, justement pour qu'ils puissent poser les questions qui les intéressent et construire une stratégie de prise en compte du changement climatique et d'accompagnement des guides. Donc aujourd'hui, depuis le syndicat est organisé en quinquennat, donc c'est le 2e quinquennat où la question du climat est une des questions centrales du syndicat et dans leurs objectifs. On a aussi travaillé beaucoup avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, en les accompagnant sur l'aménagement des itinéraires, notamment dans le bassin de la mer de glace, où ils avaient besoin de connaissances sur l'évolution géomorphologique du site. Et puis, l'ensemble de nos résultats est aujourd'hui, nous l'enseignons aux guides français, aux guides italiens et dans une moindre mesure aux guides suisses, ainsi que donc autant dans la formation initiale que dans leur recyclage, qui est un recyclage tous les 6 ans. Alors, dernier élément sur à la slide suivante, sur cette volonté d'aide à la décision. Donc, c'est le cas du Grand Couloir du Goûter. J'irai très vite pour ne pas dépasser. C'est un site que vous connaissez très probablement, vous en avez entendu parler dans la presse. Donc, c'est un passage obligatoire de la voie normale d'ascension du Mont Blanc, mais qui voit une accidentalité très importante, avec 3,7 accidents mortels par an. Et nous avons montré dans une étude d'accidentalité que les chutes de pierre dans ce secteur expliquent directement 29% des accidents et sont impliqués pour partie dans les alpinistes qui tombent dans le couloir, qui eux représentent 50% des accidents. Donc les chutes de pierre sont effectivement un des facteurs, parmi d'autres bien évidemment, mais un des facteurs qui explique cette très forte accidentalité. Donc pour nous, l'objectif, c'était d'acquérir et de diffuser des connaissances sur les déstabilisations rocheuses et leurs facteurs de déclenchement qui soient utiles aux alpinistes pour s'adapter au risque local de chute de pierre, spécifiquement dans le couloir du Goûter. Donc notre objectif n'était pas d'acquérir de la connaissance et de contribuer à la littérature scientifique sur les chutes de pierre en haute montagne, c'était vraiment d'acquérir des connaissances utiles aux alpinistes. Donc pour ça, et c'est ce que vous voyez dans le diagramme de droite, nous avons mis en place un système de monitoring relativement complet, qui est un peu détaillé à la slide suivante, avec donc des capteurs de température du sol, un pluviomètre, des stations météorologiques, une en bas, une en haut du couloir, un capteur de fréquentation. À la slide suivante aussi, des capteurs, un appareil photo automatique et des modélisations 3D à haute résolution pour l'enneigement. Et puis, surtout en 2018-2019, des capteurs sismiques donc, qui mesurent l'occurrence des chutes de pierre dans le couloir. Alors, dans l'ensemble, ces résultats nous ont permis effectivement de mieux comprendre les facteurs de déclenchement des chutes de pierre qui vous sont détaillés à la slide suivante, où clairement on a montré qu'à l'échelle saisonnière, les périodes de fonte de la neige et les précipitations sont le facteur le plus important qui déclenche des chutes de pierre, ce qui est une information relativement contradictoire par rapport aux informations que se font passer les alpinistes, dans le sens où en général pour un alpiniste, la présence de neige est un gage de sécurité. En l'occurrence, nous avons montré que c'est plutôt l'inverse pendant sa période de fonte.
Donc la présence d'eau est un facteur très important. Nous avons montré que le moment de la journée où il y a le moins de chutes de pierre, c'est la fin de matinée, et qu'à l'inverse, le moment où il y en a le plus et où elles sont aussi les plus volumineuses, c'est le fin d'après-midi, début de soirée, qui était un moment où les alpinistes choisissaient en général de monter au refuge, enfin bon, etc., etc. Des informations relativement en fait simples, mais qui justement favorisent l'adaptation, enfin une meilleure prise en compte du risque local de chute de pierre dans le couloir. Alors, la slide suivante, bien, l'ensemble de ces données, nous les avons diffusées sous la forme de rapports techniques qui sont disponibles sur le site de la Fondation Petzel, qui a cofinancé ce travail. La Fondation a aussi réalisé un film qui a été vu pour le moment plus de 700 000 fois sur Internet et qui diffuse les principaux enseignements que nous avons acquis. Et puis, nous avons aussi travaillé avec les compagnies de guides et la préfecture de Haute-Savoie, donc dans la mise en place des stratégies de gestion de la fréquentation qui ont été opérationnelles à partir de 2020. Alors, je terminerai très rapidement sur quelques perspectives. En les écrivant, je me suis dit que j'en avais peut-être un petit peu trop, il faudrait que je réduise, mais bon, ça m'intéresse, donc je vous les présente. Ça peut aussi donner des idées à d'autres. Donc, l'idée sera évidemment de poursuivre le travail sur l'évolution des itinéraires, notamment en Norvège l'année prochaine, et puis aussi un travail de mise à jour du travail, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le travail qu'on a fait dans le massif du Mont-Blanc, il est presque déjà plus vraiment à jour, tellement ça change vite. J'aimerais aussi m'intéresser à d'autres professionnels de la montagne, et notamment les moniteurs de ski, parce qu'ils sont eux aussi très vulnérables au changement climatique, mais ils ont une marge d'adaptation qui est très faible. Ils ont les pieds rivés sur leur ski ou sur des raquettes, donc sur de la neige. Leurs prérogatives ne leur permettent pas d'aller travailler ailleurs. Donc ils ont une marge de manœuvre qui est beaucoup plus faible qu'un guide ou qu'un accompagnateur. Avec aussi des questions bien de concurrence, à mon avis, qui vont se poser entre les professionnels de la montagne. Enfin, c'est déjà en cours, avec des BE d'escalade, des AMM qui aimeraient remonter de plus haut en altitude, et à l'inverse, des guides qui essayent de garder leur secteur entre leurs mains. Je vais aussi travailler encore sur les données de fréquentation des refuges, en lien avec le programme Refuge Sentinelle et le programme Tops Tour, avec des données suisses qui ont le gros avantage de dissocier la fréquentation hivernale d'estivale, contrairement aux données françaises, donc ce qui permet de faire une étude beaucoup plus précise. Alors, je vous passe la question de l'accidentalité parce que c'est un casse-tête. J'ai aussi je travaille en ce moment à la mise en place d'un système de comptage par caméra automatique. Et puis, j'ai commencé aussi à m'intéresser à d'autres pratiques, et notamment le canyoning et la spéléologie, qui sont aussi affectés par le changement climatique. Voilà, merci de votre attention. À la slide suivante. Et puis, n'hésitez pas donc si vous avez des questions. Merci Jacques pour votre présentation. Donc, on a un petit peu de temps pour les échanges. On a une dizaine de minutes. Donc, s'il y a des demandes de prise de parole, allez-y. Oui, alors une question de Jérôme Piriou ici en présentiel. Et puis après, il y aura une rec. Je vais essayer de parler assez fort. Merci beaucoup pour cette présentation qui était assez claire par rapport à l'impact géophysique effectivement de ce réchauffement climatique. Alors, je connais moins le milieu montagnard plus le milieu littoral. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la question de la responsabilité. Vous avez évoqué le cas de la préfecture qui fermait en cas d'urgence le refuge lorsque l'accès était trop difficile. Il s'avère que le maire, l'autorité du maire, en fait, est en première ligne sur la question de la sécurité sur sa commune. Je voulais connaître un peu le retour, l'avis des maires des communes de Saint-Gervais-les-Bains, de Chamonix, par rapport à ces risques et cette accidentologie qui est quand même très importante. Alors, effectivement, c'est une question très pertinente. Alors, je dirais que pour Chamonix, c'est facile parce que l'itinéraire n'est pas sur la commune de Chamonix. Donc, lui, il va pas, en général, ne se prononce pas ou peu. Il se prononce en général quand il y a la fermeture du côté Saint-Gervelin. Le problème, c'est qu'il y a un gros report de la fréquentation côté Chamonix. Donc, c'est dans ce cas-là que des fois, il intervient. Mais clairement, le maire de Saint-Gervais, je pense que vous l'aurez vu dans la presse, est très virulent et très présent dans la presse et demande des actions, demande que la fréquentation soit beaucoup plus encadrée. Que ça ne l'était auparavant. Donc oui, il était il est encore aujourd'hui très, très virulent là-dessus. Il a plutôt obtenu gain de cause, puisque aujourd'hui, la fréquentation est quand même beaucoup plus encadrée qu'auparavant.
Le site a aussi été protégé, justement pour pouvoir encadrer la fréquentation. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de mesures qui répondent à ces attentes. Après, le site du couloir du goûter et de la voie du Mont Blanc est tellement, représente tellement d'enjeux économiques et tellement un emblème qui est, à de nombreux échelons, en fait, il n'est pas géré à l'échelle locale, il est géré à l'échelle départementale. Et effectivement, les refuges sont gérés à l'échelle départementale et les stratégies de gestion de la fréquentation ont été mises en place à l'échelle départementale et pas communale. Merci. Johan? Oui, merci, merci Jacques pour ta présentation. J'aurais pas mal de questions à te poser, mais je vais essayer de me limiter un petit peu. J'espère qu'on pourra se croiser une fois et échanger plus en profondeur. En fait, par rapport à l'adaptation des guides de haute montagne, je m'interroge sur l'effet d'âge en fait et l'effet un peu générationnel aussi. Est-ce qu'il y a une capacité d'adaptation plus grande pour les plus jeunes que pour les plus anciens, en sachant que c'est un métier qui aussi use les corps et la carrière peut aussi être ponctuée d'accidents et de problèmes physiques, etc. Donc ça, c'était ma première question. Et puis j'en ai une autre aussi sur le changement et l'adaptation aussi des guides par rapport à ces évolutions climatiques dans leur pratique personnelle aussi et dans leur représentation du changement climatique. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont aussi vers des pratiques plus minimalistes? Est-ce que ça les affecte aussi dans peut-être dans leur militantisme par rapport à la défense de l'environnement? Est-ce qu'il y en a qui se mettent à s'investir dans des associations type Green Wilderness, etc. Est-ce que tu as repéré des changements de ce type? Alors, concernant l'âge, c'était effectivement une de nos hypothèses que notamment les guides les plus âgés seraient moins adaptables et moins enclins à s'adapter que les guides jeunes qui sont beaucoup plus au courant des effets du changement climatique. Et alors, ça ne s'est pas du tout avéré vrai. Enfin, on pourra toujours trouver des contre-exemples, hein, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de lien entre l'âge et une motivation, une capacité à s'adapter. Par exemple, il y a beaucoup de guides effectivement plus âgés qui ont du coup plus de mal, qui ont plus de difficultés physiques, etc., etc. Ils sont en fait en fin de carrière. En général, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Et du coup, ils n'ont pas trop de mal à se dire, OK, maintenant, je vais aller faire du canyon, je vais aller faire de l'escalade, ou je vais aller faire vraiment des voies qui sont en bonnes conditions, tranquilles. Ça leur pose en général pas trop de soucis. Et aussi, ils ont une clientèle privée en général. Donc, ils sont aussi beaucoup plus adaptables que des guides jeunes qui n'ont pas forcément encore de clientèle personnelle avec laquelle c'est facile d'aller choisir la course en bonnes conditions. Et à l'inverse, bien les guides jeunes, eux, ils sont ultra motivés. En général, ils sont motivés pour l'alpinisme. Ils ont encore à faire leurs preuves, ils ont encore à faire leur carrière, ils ont à faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie d'alpiniste. Et du coup, ils ont quand même envie d'y aller, beaucoup plus que certains vieux guides. Et ils ont donc pas forcément leur clientèle. Et puis aussi, il y a un phénomène qu'on voit de plus en plus, qui nous a été rapporté par la Chamoniarde, une société de secours en montagne, qui a aussi les jeunes guides sont nés avec le changement climatique et ses effets sur la montagne. Donc pour eux, c'est normal. Et résultat, il y a un genre de banalisation, disons aujourd'hui, des modifications des itinéraires et de leurs dangers. Et aujourd'hui, un jeune guide des chutes de pierre, il dit oui, c'est normal. Il y en a beaucoup plus qu'auparavant. Mais moi, j'ai toujours vécu dans une montagne avec beaucoup de chutes de pierre. Alors qu'à l'inverse, un vieux guide a eu l'expérience d'une montagne beaucoup plus stable et du coup, sait faire la différence. Et donc, ça le pousse en général à s'adapter, alors que le jeune guide, un peu moins. Et concernant le militantisme, alors oui, il y a vraiment un changement de comportement chez les guides. Moi, je l'ai vu ne serait-ce qu'à l'échelle de mon travail. Quand j'ai commencé là-dessus en master, clairement, le changement climatique, ça intéressait personne et j'étais plutôt celui qui embêtait. Et puis, à la fin de ma thèse, c'était tout l'inverse. Et le syndicat a vraiment pris conscience des problèmes que ça va lui poser, notamment en termes d'accidentalité et d'assurance de ses membres. Et résultat, il y a beaucoup de guides qui ont vraiment changé leur comportement. Moins d'héliski, par exemple, moins de voyages à l'étranger, essayer de favoriser le covoiturage, essayer aussi de changer la manière qu'on a de faire de la montagne, c'est-à-dire plus juste aller faire un sommet, mais aller vivre une expérience. C'est d'ailleurs aujourd'hui, je crois, le nouveau titre du projet Horizon Guide, l'expérience en montagne. Enfin, bon, je ne sais plus exactement, mais plus juste vendre un sommet, mais vraiment vendre l'expérience.
et donc s'adapter aux conditions. Merci Jacques. Une dernière question rapide et une réponse rapide pour être dans le timing. Bastien. Bonjour, je vous remercie pour la présentation. Donc, Sébastien Castel, ATER. J'ai voilà, deux questions. La première, c'est est-ce qu'on a une idée de l'impact économique en fin de compte? J'ai calculé, il y a 65 000 nuitées à l'époque, donc il y a 55 000 nuitées, donc ça fait à peu près 10 000 nuitées. Donc, quel est le coût en fin de compte de cette perte? Est-ce que la nuitée, c'est à 50, 100 euros? Auquel cas, j'ai fait un petit calcul, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros. En sachant qu'il y a des retombées économiques comme le transport, les services et l'image de marque de la ville. Donc, est-ce que le coût, en fin de compte, est inférieur aux bénéfices? Première question. Et deuxième question, si vous avez 63% de guides qui sont inquiets, parce qu'ensuite j'ai vu qu'il y a des aspects qui sont plutôt relatifs aux émotions, comme la tristesse, la nostalgie, et là, ça, on ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, sur l'inquiétude, ça me fait écho, parce que ça me parle de notion de risque. Parce que le risque perçu, ça renvoie à la notion de probabilité. Donc, je me dis, quelles sont les mesures préventives qui sont mises en place pour réduire le risque perçu? Est-ce qu'il y a de la formation? Okay. Le risque financier, est-ce que le département, pour aider les guides, subventionne? Voilà. Et troisième élément, pour éliminer l'incertitude, est-ce que les guides sont équipés de GPS, justement, pour pouvoir les tracer? Voilà, je pensais à des GPS pour tracer leur parcours. Auquel cas, ça pourrait même vous servir dans le cadre des évolutions de parcours, puisque vous aurez la traçabilité des parcours. Voilà. Pour les deux questions. Il y en a une troisième, mais je ne vais pas la... Non, non, tu as raison. C'est une très bonne décision. Jacques, je vous laisse répondre. Je vais essayer d'être bref, du coup. Alors, au niveau économique, je n'ai pas du tout travaillé sur la question, du tout. Donc, je ne pourrais pas répondre à la question posée. La seule chose que moi, je remarque sur le terrain, c'est qu'il y a une augmentation du prix des nuitées. Ça, c'est très net, dans les refuges, hein, je veux dire. Maintenant, je ne pourrais pas aller plus loin dans la réponse. Alors, concernant la réduction des risques, alors effectivement, ça passe au niveau du syndicat et de l'École nationale de ski et d'alpinisme presque exclusivement par de l'information. Ça passe pas du tout par exemple, la mise en place de GPS ou autre, ou d'encadrement, justement parce que les guides sont très attachés, et les alpinistes sont très attachés à la forme de liberté qu'offre la pratique de l'alpinisme, et justement d'éviter à tout prix d'être encadré, d'être limité, d'être suivi par quelque moyens que ce soit, autant de la protection de l'environnement que limiter le nombre de clients par guide. C'est très difficile, c'est vraiment quelque chose qui est bien encore à avaler. Pour mettre un GPS, c'est impensable aujourd'hui. Donc ça passe presque exclusivement par de l'information et de la formation. La formation des guides a beaucoup changé ces dernières années. Très bien, merci Jacques pour cette présentation.